Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le Mali, pays d'accueil et de compassion, est connu pour sa solidarité légendaire. La modernisation avec son corollaire de la marchandisation à tous les niveaux a contribué à l'affaiblissement de la capacité de soutien des uns et des autres, conjoncture oblige. L'homme moderne, avant d'aider son prochain, est obligé de réfléchir à 2 fois pour se décider. Notre société arrive à présent à trouver un palliatif. Comment se manifeste ce nouveau visage de la solidarité au Mali? Est-ce un phénomène propre à notre société? Quels sont les acteurs et les moyens? Alors, nous allons essayer de tabler sur ça avec nos invités. Jimé Kanté de la JSS Mali, bonsoir. Bonsoir. Cheikh Amadou Danyogo est bénéficiaire d'aide sociale. Il est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Amadou Maïga est psychologue. Il sera avec nous au téléphone. Et Fatoumata Arber, également cyberactiviste, sera avec nous au téléphone. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. L'étranger partout au Mali pouvait trouver un logement et un repas jusqu'à son retour chez lui à la maison. L'orphelin et le nécessité étaient des charges de la société qui pesaient moins lourd, d'ailleurs plaisant à supporter. Alors, Jimé Kanté, comment se manifestait la solidarité au Mali? Vous l'avez dit vous-même, l'étranger se sentait bien au Mali. L'orphelin ne sentait pas le poids de la société. Le fait de perdre un parent ne constituait pas un problème par l'orphelin parce que l'enfant appartenait à la société chez nous au Mali. Et donc voilà un peu, nous sommes, vous l'avez d'ailleurs aussi signalé dans votre introduction, nous sommes un pays de solidarité légendaire. Et généralement, tous ceux qui sont dans des acteurs humanitaires aujourd'hui, vous verrez qu'ils ne le deviennent pas, mais ils naissent humanitaires. Du fait de voir au niveau de leur famille tout le soutien qu'on apporte à l'étranger, tout le soutien qu'on apporte aux voisins, à l'enfant qui n'a pas à manger, fait que voilà, on évolue plus tard dans ce domaine et on essaye avec, comme vous l'avez dit, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'améliorer, de trouver de nouvelles stratégies. Alors, Amadou Maïga, vous êtes psychologue de votre État. Alors, au Mali, comment se manifestait cette solidarité dans la société? Bon, vous l'avez déjà introduit, vous dites que nous sommes un pays légendaire de solidarité. Et il faut comprendre d'abord en une première instance ce que veut dire solidarité. La solidarité en elle-même est un compromis moral, c'est un compromis social, c'est un compromis psychologique. C'est un engagement d'un individu vis-à-vis de l'autre, entre les individus, entre les familles, entre les groupes, entre la nation et son peuple. Bah, il a si bien dit, M. Dumé-Gavité. Auparavant, un orphelin était moins lourd. Comme vous l'avez si bien dit, un étranger allait s'attaquer dans nos maisons. Et aujourd'hui, cela se voit un peu rare. Mais pourquoi cela se voit un peu rare? Parce que les conditions économiques commencent à changer. Nous commençons à augmenter démographiquement. Un exemple, au Mali, il y a une réduction des industries. Donc, dans une famille de 10 à 15 personnes, un exemple à Bamako, vous ne rencontrerez que 2 travailleurs. Donc, cela est un poids négatif. Alors donc, pour continuer à être solidaire, comme nous le constations auparavant. Ok. Alors, Fatoumata Arber, vous êtes activiste. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la solidarité légendaire dans notre pays? La solidarité est une qualité vraiment qui est reconnue aux Maliens. Ça, je tiens vraiment à le souligner parce que j'ai été en contact avec beaucoup d'activistes ou bien de camarades blogueurs qui affirment que vraiment ils sont impressionnés par cette attitude que les Maliens ont à porter secours ou bien à assister d'autres.
quelle que soit l'origine de la personne, les Maliens aiment vraiment assister. Les Maliens ne calculent pas beaucoup. Ça, c'est vraiment positif. Et ça me rend toujours beaucoup plus fière de dire que je suis malienne et que vraiment je suis ouverte aux autres et je fais tout pour pouvoir partager le fait que j'ai avec les autres. Et je pense que beaucoup de mes concitoyens sont comme moi. Ok. Alors, Monsieur Cheikh Amadou Danyoko, vous êtes bénéficiaire, on va en revenir tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous savez de la solidarité légendaire quand même dans notre pays? Bon, la solidarité légendaire dans son pays, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis au temps de nos ancêtres. Les Maliens sont toujours gentils l'un envers l'autre, vu les conditions de la société. C'est certains qui ont les moyens, d'autres sont moins nantis, on s'aide entre nous. C'est ça que je peux dire sur ça. Mais est-ce qu'il y a eu changement dans ce visage-là, dans cette façon de faire dans notre société? Il y a eu un changement? Bon, il y a eu une diminution, mais jusqu'à présent, ça continue. Alors, Djumé Kanté, il semblerait que la solidarité quand même a diminué, sinon a changé de forme. Quel visage a-t-elle à présent? Bon, d'abord, vous avez parlé de la manifestation de cette solidarité avant qu'on arrive à votre question. Vous savez, la solidarité, elle n'est pas que matérielle. Notre solidarité légendaire se manifestait de plusieurs façons. Je voudrais juste citer un cas et le rôle de l'éducation dans cette solidarité. Vous verrez dans la famille que le matin, lorsque l'enfant se réveille, des parents lui disent « allez-y saluer tout le monde ». Et l'enfant commence d'abord à comprendre qu'il appartient à un ensemble. Ensuite, on lui apprendra que chaque fois que vous verrez une personne âgée dans la rue, il faut la saluer. Et chaque fois que vous verrez une personne âgée avec un poids qu'elle supporte péniblement, il faut la soulager de ce poids. Donc déjà, le fait qu'un enfant puisse vraiment venir aider une personne pour la soulager d'un poids qu'elle porte, ça c'est déjà un acte de solidarité. Maintenant, dans notre société actuellement, cette solidarité se manifeste présentement de plusieurs façons. Le monde se bipolarise de plus en plus, le fossé entre riches et pauvres s'agrandit et des réalités font que souvent, lorsque vous préparez chez vous, avant, vous amenez un peu chez le voisin, mais nous sommes dans une cité moderne où pratiquement tout le monde est enfermé chez soi. Et le fait d'amener ces restes chez d'autres peut souvent, dans certains endroits, être mal pris. Voyez-vous, lors de la fête de Ramadan, par exemple, de Tabaski, je veux dire chez nous, lorsque on égorgeait le mouton, il était divisé en plusieurs parties. Pratiquement les 2/3 étaient envoyés chez des voisins voir ceux qui n'ont pas égorgé. Mais actuellement, aujourd'hui, on a même vraiment, on ne sait même pas à qui donner et comment l'amener. Maintenant, dans ce monde où nous nous trouvons actuellement, il y a de nouveaux phénomènes qui sont là qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de maladies, il y a beaucoup de phénomènes nouveaux. Et nous sommes obligés de nous adapter à ces phénomènes-là pour apporter la solution. Donc dire que elle a diminué, je ne pense pas. En tout cas, pour ce qui concerne le Mali, moi, je dirais seulement qu'elle a changé de façon. Et j'en sais quelque chose parce que je mène à longueur de journée des activités de solidarité. Je fais des appels à dons. On va revenir à ça. Okay. Mais il y avait quand même quelques pouvoirs en place. Quelle est la responsabilité de passer? Par exemple, les riches, on les reconnaissait par le fait qu'ils étaient débonnaires. Et l'homme du pouvoir, par sa justice, l'intellectuel, sinon le sage, là, il avait l'esprit quand même de partager son savoir. Mais quelle est la responsabilité de ces différents pouvoirs qui s'exerçaient dans nos sociétés à la date d'aujourd'hui? Bon, c'est vraiment difficile à dire exactement qu'est-ce qui a changé au jour d'aujourd'hui. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que d'abord, le bénéficiaire et l'acteur et ensuite le donateur, tous ont changé parce que nous sommes dans un monde où je dirais qu'il y a beaucoup plus d'escrocs. Il y a des gens qui demandent vraiment de l'aide dont ils n'ont pas besoin. Vous verrez dans la rue, par exemple, l'aveugle qui est là du matin jusqu'au soir. Il a souvent le minimum pour rentrer à la maison, mais il y reste. Donc, moi, je connais de ces mendiants qui ont des villas, qui ont des sotramas, qui ont des taxis. Donc, au lieu que
ce soit une façon de survivre, c'est devenu maintenant un fonds de commerce. Maintenant, la personne qui a un peu de moyens aussi, sachant bien cela, il se dit finalement ces enfants, ils nous dérangent, ils sont là, moi je passais, j'ai donné telle somme, je reviens encore, je le trouve. Donc en fait de compte, quand il voit quelqu'un qui a besoin de solidarité, il dit que bon, écoutez, c'est la même chose. Donc voilà, vous, il y a ça. C'est ce qui fait un peu que beaucoup de gens qui facilement donnaient hier hésitent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas réellement à qui ils donnent et ce qu'ils donnent, à quoi ça va servir. Quelqu'un qui est dans la rue juste pour quémander de l'argent, aller boire de l'alcool, souvent ça ne donne pas envie tellement à d'autres de donner. Ok. Alors, Amadou Maïga, comment expliquez-vous ces changements dans notre société? Oui, bon, je commencerai par dire que, comment on appelle ça, mon prédécesseur vient de dire comme quoi il n'y a pas eu de changement. Moi, je dirais que oui, il y a eu un changement dans la forme et dans la manière. Le Malien reste toujours solidaire. Nous sommes fiers de le dire quand nous sommes à l'extérieur et quand nous sommes ici à l'intérieur. Nous sommes fiers de dire que nous sommes solidaires, nous sommes fiers de dire que nous sommes des Maliens. Mais cette solidarité-là, il a commencé par dire comme quoi l'éducation, quand un enfant se réveille le matin, alors donc on lui demande de saluer, comme on appelle les autres membres de la famille, ça c'est bien. Mais vous et moi avons constaté qu'actuellement dans la rue, quand nous étions encore tout petits, toute personne pouvait nous commissionner là où ils veulent. Et nous étions obligés d'y aller faire cette commission et revenir dans nos familles. Et nous étions fiers de faire alors donc cette commission de cette personne fierce. Actuellement, vous et moi savions que cela a beaucoup diminué. Vous allez remarquer actuellement que la division des classes, elle est très pertinente. Nous connaissons dans notre société qui sont les pauvres, qui sont les riches et qui ont une vie moyenne. Et nous avons constaté actuellement que les riches, alors donc, entre eux, alors donc s'accompagnent. Les pauvres entre eux s'accompagnent et ceux qui ont une vie moyenne également s'accompagnent. La division des classes, elle est actuellement visible. Et pourtant, ce n'était pas comme ça auparavant. Voyez-vous, il a dit quelque chose. Nous tuons le mouton à la maison. Nous ne savons pas à qui donner. Non, ce n'est pas que nous ne savons pas à qui donner. Nous commençons à faire des calculs. D'abord, nous le distribuons à nos proches parents d'abord, avant de donner à ceux qui sont prisonniers. Pourquoi? Parce que nous comptons sur eux dans le futur. Quand j'aurai un problème, alors donc, ceci pourrait m'aider. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous restons toujours solidaires, mais cette solidarité a beaucoup diminué. Et j'ai dit aussi pourquoi la solidarité là, a beaucoup diminué. Nous restons toujours solidaires. Il y a des actes que nous faisons dans les orphelinats. Peut-être Kanté ne se rappelle pas de moi quand nous sommes rencontrés, il n'y a pas plus de 2 mois d'abord, comme on appelle ça, à l'orphelinat à Chouan-Nouri Mali, à Lafiabou. Voyez-vous? Donc, je suis, comme on appelle ça, responsable d'une association dont nous faisons des dons là-bas. Nous avons rencontré sur le comme on appelle ça, le tremplin aussi, c'est des dons là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, la manière a changé. La vision a changé. Il y a un lien d'intérêt qui est là. Nous restons toujours solidaires. Actuellement, à Bamako, pour recevoir plus d'étudiants dans ta famille, on fait des calculs. Est-ce que je pourrais les recevoir tous? Mais auparavant, on ne faisait pas ces calculs. On ne faisait pas ces calculs parce qu'on se disait que s'il y a une cantine, c'est pour toute la famille et c'est pour tout le monde qui va venir dans ma famille, pour tous les voisins et pour tous les, comment on appelle ça, les cousins et autres là qui sont dans le désert. Mais actuellement, on fait un calcul. On calcule pourquoi? Parce qu'on se dit, alors donc si je donne à toutes ces personnes-là, est-ce que demain, j'en aurai pour ma famille? Voyez-vous? Voilà, c'est ces questions-là qui sont là. Voyez-vous? La solidarité, elle est là au Mali. Vous comprenez? Mais elle n'est pas la même solidarité en arrière 10 ans, 20 ans ou 30 ans en arrière que moi, j'ai été témoin de cette solidarité. Vraiment en réalité que j'aimerais vivre cette solidarité d'antan qui change et qui va continuer à changer comme il a su bien dit parce que nous sommes dans un monde bipolaire, nous sommes dans un monde globalisé. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau pour parler de solidarité et lutte contre l'exclusion au Mali. Comment expliquer cette nouvelle forme qui monte en flèche? Et pour en parler, nous avons invité sur notre plateau Jimé Kanté de l'AJSS Mali, Cheikh Amadou Danyoko, bénéficiaire d'aide sociale, Ahmadou Maïga, psychologue, Fatmata Arber, cyberactiviste. Alors, monsieur Cheikh Amadou Danyoko, on a tantôt signalé que les formes ont changé. Alors, il y avait des pratiques ici chez nous, on était solidaires quand même autour de pas mal d'activités de la société. En exemple, il y a par exemple les baptêmes. Maintenant, on les a surnommés Kunko. Donc des problèmes. Est-ce que vous, avant d'arriver quand même à l'aide que vous avez obtenue de la part de l'AJSS, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette forme-là qui a commencé à fonctionner dans nos sociétés? Si je vais à ton concours, il faut que tu viennes au mien aussi. Est-ce que vous avez été témoin de ça? Si, j'ai été témoin de cela. C'est tout ça, c'est les femmes qui ont commencé ça d'abord. C'est les femmes qui ont amené ce système dans notre société. Si tu donnes quelque chose à son post-baptême, donc elle est obligée de te rembourser. Dans le cas contraire, si elle ne rembourse pas, ça devient un autre problème. C'est ça qui a miné notre société. Cette tendance-là est négative pour notre société, parce que tous les gens n'ont pas les mêmes moyens. Tu peux faire un cadeau pour un enfant lors de sa naissance, mais sa maman, à son retour, si elle n'a pas les moyens de te rembourser, ça ne doit pas être un problème, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Ça dépend des bourses. Mais quelle est la morale dans ça? Je demande aux Maliens, surtout aux femmes, de sursoir cette pratique qui est néfaste pour notre société. Ça oblige les femmes à aller faire de l'impossible. Okay. Alors, Fatmata Arber, on sait que dans notre pays, quand même, il y avait des pouvoirs qui étaient en place et nous, on les mettait quand même au compte de Dieu. Hein. Le riche, lui, il était débonnaire, il partage vraiment, il a pitié des gens et puis il partage. Et le pouvoir, lui, il sait qu'il est là pour mettre l'ordre, la justice. Et l'intellectuel qui était appelé le sage, lui, son travail, ça, c'était de partager son savoir-faire. Alors, vous, en tant qu'activiste, comment vous expliquez les changements de ces divers pouvoirs dans notre société? Les changements dans notre société sont un changement même à ce qu'on appelle le modernisme en quelque sorte. Parce que nous voyons qu'avant, quand on remonte jusqu'au niveau de la famille même traditionnelle, elle a complètement disparu. On était avant dans une configuration où vraiment toute la famille était une entreprise sociale et en fait toute la famille travaillait pour permettre à chaque membre de produire assez de riz, assez de mille de sorgho pour toute la famille pour une année jusqu'à la saison pluvieuse prochaine. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens travaillent, chacun cherche à gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa petite cellule de famille, moi, ma femme, mes enfants. Et je pense que ce changement dans le but même de la famille, dans la constitution de la famille a eu un impact sur la solidarité en quelque sorte. Parce que la recherche du bien, le capitalisme a beaucoup son mot à dire. Heureusement, je pense heureusement, il continue à exister des gens qui sont foncièrement bons en eux-mêmes et qui pensent à assister ceux qui sont dans la difficulté de façon de l'intérêt. Au Mali et ailleurs, je ne précise bien parce que ce n'est pas qu'au Mali. Même on a tendance à dire que la société occidentale n'est pas très très solidaire, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout aussi vérifié que cela. Parce que nous avons eu à faire du crowdfunding sur le plan social. Et ça a beaucoup marché. Ceux qui nous ont envoyé de l'argent pour les soutenir. Et c'est plus à l'extérieur du Mali, les États-Unis, qu'au Mali. Et c'était vraiment pour aider un Malien, un de nos confrères de guerre qui était malade. Vous voyez, nous avons pu réunir plus de $10 000 pour lui. On a pu l'envoyer en Tunisie pour pouvoir le traiter. C'est vrai, nous, c'est d'abord
le cercle de blogueurs maliens autour de lui. Et oui, on va... aussi un autre ami américain, vous voyez. Oui, Madame Fatmata Harbert, on va en arriver à cette forme appuyée par l'éthique, mais pour l'instant, je vois que le son est un peu défectueux, si la technique pouvait un peu... Ok, d'accord, je viens vers Ahmadou Maïga, psychologue. Et nous savons que l'homme africain était moins religieux auparavant que maintenant. Et cette, ce changement, est-ce que les religieux la religion a une part de responsabilité dans ce changement, notamment quand on se rend compte de ce qui commande, par exemple, Guido Al-Gharib. Donc, on pense qu'en donnant, c'est en donnant à Dieu, alors qu'auparavant, c'est son prochain qu'on prenait en estime. Oui, monsieur, la religion, elle est responsable, elle doit jouer sa partition dans l'éducation des fils de son pays. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Nous sommes vers le 25 décembre et vers le 31. Quand vous partez dans un lycée, tout ce là, vous leur demandez qu'est-ce que vous préconisez pour le 25 décembre et pour le 31. Sont capables de vous citer tout un pléiade d'activités qui va se réaliser le 25 et le 31 décembre. Mais vous lui demandez en tant que musulman ou en tant que chrétien un verset de la Bible ou alors donc une sourate, comme on appelle-t-on, du Coran, il n'est pas capable de vous le réciter. Donc cela incombe également à la religion. Est-ce que vous comprenez? La religion a une part de responsabilité dans ce changement qui est là. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous en connaissons moins notre propre religion car nous la pratiquons par imitation et non par apprentissage. Nous nous levons le matin, nous voyons nos parents prier, voilà une mosquée qui est là à côté. Si je ne pars pas prier, ils vont me décrier. Alors donc je pars prier sans savoir quelles sont les règles alors donc d'un homme dans une société X comme la nôtre. Donc j'incombe cette responsabilité à la religion qui doit également faire son travail de religion. Parce que ce travail de religion accompagne l'éducation, accompagne la société, accompagne comment on appelle-t-on nous être le bien-être et le bonheur de l'homme dans sa propre société, parce que nous sommes indexés par cette religion, soit par la religion musulmane, soit par la religion chrétienne, qui sont les majoritaires dans ce pays. Ok. Alors, Monsieur Dagnogo, vous qui êtes sur le plateau ici, alors la manifestation de la solidarité à cause de Dieu et la manifestation de la solidarité par compassion pour son prochain. À quel niveau situez-vous quand même la responsabilité de la religion dans ce sens? Est-ce dans le sens positif ou négatif? Oui, pour moi, c'est dans le sens positif. L'éducation permet de faire une bonne éducation au sein de la société. Partant de cela, il y en a qui profitent de cette solidarité pour en faire autre chose. La religion ne demande pas ça. La religion veut qu'il y ait une bonne éducation pour donner une bonne moralité à la jeunesse pour qu'ils puissent profiter de ça dans leur vie. C'est ça que j'ai à dire. D'accord. Fatmata Harbert, quelle est la responsabilité de la religion dans ce changement, quand même, dans la manifestation de la solidarité ici au Mali? La responsabilité de la religion par rapport à ce changement? Moi, je ne pense pas que la religion soit à l'origine de ce changement. Comme je l'ai dit une première fois, je pense que c'est surtout le mode de vie qui est à l'origine. Surtout le mode de vie. Sinon, la religion, elle a même tendance à vraiment encourager la solidarité. Très bien. En aucune manière, elle ne dit de ne pas donner, de ne pas assister son prochain. Et surtout lorsque nous prenons la religion musulmane qui est celle des majorités des Maliens ici, et même la religion chrétienne n'interdit ça ou ne peut pas avoir un mauvais impact sur la solidarité. Je dirais plutôt que c'est seulement les modes de vie et les intérêts personnels qui ont mis cette solidarité-là
en faille. D'accord. Ok, donc on en vient au deuxième point qui a trait aux TIC, les technologies de l'information et de la communication, qui arrivent à présent à faire des prouesses vraiment dans le domaine de la manifestation de la solidarité. Et l'exemple palpant, ça c'est l'AJSS Mali, dont le représentant est sur ce plateau. Jimmy Kanté, comment vous pratiquez même cette forme de manifestation de la solidarité au sein de l'AJSS? Bon, au niveau de AJS Mali, ce que nous faisons est vraiment simple. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une structure sanitaire qui est l'hôpital Gabriel Touré. Donc, à longueur de journée, je suis en contact avec des personnes que je vois. Et à travers l'expression de leur visage, je sens sincèrement que c'est des gens qui sont en difficulté. Et maintenant, nous leur proposons de leur venir en aide. Mais la plupart des gens qui viennent nous voir au niveau de AJS Mali viennent à travers des personnes interposées. Vous connaissez quelqu'un, vous connaissez AJS Mali, vous voyez un malade, vous leur filez notre numéro, ils nous appellent, ils viennent nous demander de l'aide. Donc ce que nous faisons juste une petite vidéo où nous faisons des photos, dans certains cas, que nous mettons à la disposition du public. Nous expliquons clairement le problème et nous évaluons approximativement combien cela peut coûter. Ensuite, nous demandons aux internautes vraiment de donner ce qu'ils peuvent à cette personne et nous expliquons un peu l'urgence de la situation. Et j'avoue que dans 99% des cas, pour ne pas dire dans 100% des cas, nous arrivons à mobiliser les fonds nécessaires et les malades la personne est généralement soignée. Voilà. Oui, mais on se rend quand même compte que cette forme quand même est en train de porter ses fruits, puisque l'association même a bénéficié quand même des trophées pour ses activités. Mais cette forme a-t-elle une chance d'être internationalisée? Absolument, absolument. Vous savez, ça se fait, je pense que ça se fait dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, le monde est devenu trop petit et tout ce qui se passe ici est su et partout et les gens se regardent, on prend exemple sur ce qui se fait ailleurs et on essaie de l'améliorer et de l'adapter à nos réalités. Donc c'est vraiment ça, une chance de s'internationaliser comme vous le dites, parce que lorsque nous rencontrons des cas très compliqués et que nous mettons sur les réseaux sociaux, il y a souvent comment dirais-je là, de grands hôpitaux qui nous appellent peut-être de l'Occident pour nous dire bon, voilà, nous avons vu ceci, nous avons vu cela, est-ce que vous pouvez nous transmettre leurs dossiers? Nous transmettons ces dossiers et quelques-uns arrivent à être évacués et pris en charge par leurs frais. Mais il y a aussi l'effet que nous recherchons surtout au niveau de AJS Mali. Nous ne démarchons pas les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises, il y a des grandes sociétés qui sont là, nous ne les démarchons pas. C'est-à-dire ce que nous voulons, c'est amener l'étudiant qui n'a pas assez de moyens à comprendre que le peu qu'il a, il doit pouvoir aider quelqu'un avec ça. Donc au lieu d'aller voir une grande entreprise qui peut tout de suite débloquer des millions, nous demandons souvent des petites monnaies, 500 francs, 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, pour faire face souvent à un problème qui peut aller jusqu'à 300 000, 400 000, voire 1 million. Donc c'est extraordinaire. C'est pour encourager cette solidarité légendaire que nous avons ici et ça porte vraiment fruit. Ok. Alors, Monsieur Cheikh Amadou Daniogo, donc votre cas est d'actualité et on a vu ce matin sur les réseaux sociaux que le besoin est évalué à 300 000 francs et jusqu'au dernier moment où on montait sur ce plateau, ces besoins étaient satisfaits jusqu'au tiers parce qu'on nous fait savoir un montant de 100 000 francs qui soit déjà disponible. Mais comment vous êtes rentré quand même dans les grâces de l'AJSS et de ses acteurs dans le domaine de la solidarité? Bon, comme ma fille a un problème au niveau de l'œil gauche, donc, on m'avait donné une analyse à faire, une radiographie de l'IREM qui faisait à peu près 125 000, sans compter le produit qui fait 30 000. Et
les ordonnances et les cathéters, ça fait 800, ça fait 155 800. J'avais pas ces sous, j'ai demandé de l'aide, mais on m'a filé leur numéro. Je suis parti voir M. Djimé Diallo, et Djimé Kanté du moins. Pardon, vous m'excusez. Décidément, Djimé est en train d'être anobli sur ce plateau. Tantôt, il était devenu Diakité, et maintenant, il est devenu le premier fils des Peuls. Djimé Kanté. On m'a filé son numéro, je l'ai appelé une première fois, dit qu'il n'est pas sur place, il est en déplacement. Je l'ai attendu quand il est de retour. Je suis parti le voir avec l'enfant. Lui-même, il a dit l'enfant, ce que je disais, c'était la réalité. Quand il voit l'enfant, c'est un peu gênant. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il a fait une vidéo qu'il a lancée à travers ça. Nous avons eu l'argent nécessaire pour faire la radio. Un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau pour la dernière partie de notre débat qui porte sur la solidarité et la lutte contre l'exclusion au Mali. Comment expliquer cette nouvelle forme qui monte en flèche? Alors, quand M. Dagnogo a voulu chercher de l'aide, on dit Djimé Kanté est en déplacement, il a fallu attendre son retour. M. Kanté, oui. Est-ce qu'il s'agit de votre seule personne ou bien une association réellement est en train de... Comment c'est organisé au niveau de la GSS? AGGS Mali est une association vraiment qui est implantée pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des points focaux, nous avons des cellules et également au niveau de l'Europe, nous sommes en partenariat avec d'autres associations. Précisément en France, nous sommes en partenariat avec Faso Demain et IL 223, International Yelling 223. Donc, ce qui fait que nos éléments, nos points focaux qui sont dans les cercles, dans les régions, souvent dans des villages, dans des centres de santé, dans des CESCOM, lorsqu'ils voient vraiment des cas difficiles, ils donnent notre numéro, le numéro de la direction. Vous savez, au niveau de AGGS Mali, ce qui est impressionnant, c'est que moi, je suis pratiquement la personne qui est très vue. Parce qu'on dit souvent chez nous, dans nos cultures, que la main droite ne doit pas savoir ce que fait la main gauche. Et il y a vraiment beaucoup de professeurs en médecine qui sont au sein de AGGS Mali, beaucoup d'autres personnes qui ne souhaitent pas du tout être citées. Donc moi j'ai été juste pris comme ça pour être vu, mais généralement dans chaque cas qui arrive, vous verrez que c'est d'abord les membres de AGGS Mali qui en premier mettent la main à la poche et ensuite viennent l'aide des autres. Et dans certains cas, lorsque c'est vraiment urgent, il y a beaucoup d'aides que nous apportons à des enfants mais que nous ne mettons pas sur les réseaux sociaux. Et nous avons des partenaires, nous avons des personnes de bonne volonté qui nous donnent leur numéro. Bon voilà, si vous avez un cas que vous n'arrivez pas à gérer, appelez-moi. Nous appelons des gens qui donnent 1 million, 1,5 million. Nous amenons juste le malade chez la personne donne l'argent et à la famille du malade même et on est quitte. Donc là vraiment c'est intéressant. Mais, ce n'est pas ma personne. Mais il existe déjà un service social traditionnellement dans nos structures hospitalières. Justement, ce service social, moi je le dis souvent, il y a un service social, il y a même actuellement l'ANAM. Lorsque les malades viennent nous voir présentement, ce que nous faisons, nous les aidons d'abord à obtenir le certificat d'indigence qui leur donne droit à certains soins. Mais lorsqu'ils ont, M. Dagnogo, son enfant est assuré à l'Agence nationale d'assurance maladie. Mais ça ne suffit pas. Lorsqu'ils viennent dans les hôpitaux, les ordonnances qu'on leur donne, vous trouverez que moins de 10% de ces produits sont disponibles à l'ANAM. Il faut qu'ils payent le reste. Il y a de ces examens, il y a de ces analyses. Le médecin vous dira par exemple, allez-y faire telles analyses à tel endroit parce que moi j'ai vraiment besoin d'un résultat fiable. Là aussi c'est un autre débat. Maintenant, ils vont faire ces analyses comment? Même s'ils sont assurés à l'ANAM, il leur faut de l'argent. Et c'est cet argent qu'ils n'ont pas que nous leur apportons. Donc je pense que nous venons... L'État est en train de faire des efforts. Ça, il faut le reconnaître. Avec l'ANAM, l'État est en train de faire des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre également de cette politique du gouvernement, parce que c'est ce gouvernement qui nous a autorisé à travers un récépissé vraiment à apporter de l'aide aux personnes démunies. Nous avons des objectifs clairs qui ont été acceptés par le gouvernement et donc c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Ok. Voilà. Fatoumata Harbert, vous êtes pratiquement dans le domaine que la GS Mali de Djimé Kanté. Mais à votre niveau, est-ce qu'il y a des différences et quelles sont les limites de cette nouvelle forme quand même qui se pratique actuellement? Oui, il y a
je suis une des personnes qui suivent M. Kanté. Je ne sais pas si lui aussi. Et bon, peut-être le seul reproche que moi j'avais à lui faire, c'est vraiment parfois de mettre des photos d'enfants parce qu'ils sont malades. Si vraiment, moi, c'est juste ce côté-là, c'est ce réflexe-là que je n'ai pas du tout. Vous voyez, lorsque j'ai une seule fois fait un recours à Solidarité pour des jumeaux qui sont nés pratiquement complètement démunis. Et j'ai eu beaucoup, vraiment, tout ce que j'ai pu recueillir pour eux, j'ai pu leur remettre ça. Il y a notamment l'association Solidarité 223 qui a amené des kits pour enfants jusqu'à la maison pour les jumeaux et leurs mamans. Je profite d'ailleurs pour les remercier beaucoup. Donc nous, en fait, nous faisons surtout du crowdfunding. C'est-à-dire nous utilisons, quand je dis nous, je parle des blogueurs et des autres activistes. Nous utilisons nos réseaux pour faire un appel à fonds. En fait, tu vas sur une plateforme de recherche de fonds où tu vois le projet, les raisons pour lesquelles tu cherches l'argent. Et maintenant, tes amis, tu partages sur tes réseaux sociaux à l'international et tes amis qui te soutiennent viennent vraiment donner de l'argent pour soutenir ton projet. Le dernier des projets comme ça que nous avons eu à faire, nous l'avons fait pour, d'ailleurs, la seule personne qui a fait du crowdfunding pour un projet culturel au Mali, il s'appelle Boukari Kouraté. Il a l'habitude de passer à l'antenne à Studio Tamani. Il est décédé. C'est un blogueur. Vous voyez, et nous avons pu réunir $10,000 avec l'aide de Phil Paoletta, qui est un ami américain. Et nous avons utilisé nos réseaux, nous avons beaucoup parlé de son problème, ce que nous voulons faire de l'argent, prendre un médecin qui sera avec lui, l'amener jusqu'à Tunis, faire des examens. Et j'insiste beaucoup, les examens sont un véritable problème au Mali. Pour pouvoir diagnostiquer la maladie, savoir ce que ton ami a, c'est difficile. Et nous, le temps que nous puissions savoir vraiment ce que Boukari avait, on avait perdu beaucoup d'argent dans les examens pour des faux diagnostics. Quand on a pu réunir les $10,000, l'amener à Tunis, il était déjà trop tard. Et il est décédé pratiquement 2 semaines après ça. Ouais. Ok. Alors, oui, une réaction rapidement, Dini. Je pense que c'est important que je le dise. Je voudrais réagir par rapport à la dernière intervention. C'est très très important. Elle a beaucoup insisté là-dessus. Le fait de montrer les visages des enfants. Et ça nous fait très mal au cœur. Mais lorsque moi je sors tout de suite sur ma page dans une vidéo pour dire que, mesdames et messieurs, donnez-moi de l'argent, j'ai un enfant malade, personne ne va y croire. Personne, je vous jure. Et lorsque vous amenez même un enfant comme ça, vous dites que cet enfant est malade, l'enfant a telle maladie, l'enfant a telle maladie, personne ne va donner de l'argent. Il s'agit non seulement de montrer l'enfant, mais ce que nous demandons d'abord une autorisation parentale aux parents. Donc, on nous donne cette autorisation, elle est écrite très généralement dans 95% des cas. Prenez par exemple l'exemple de l'enfant de M. Dagnogo. Il y a un œil qui est totalement dehors. Donc, moi, je viens, je dis que, voilà, nous avons un enfant dont l'œil est totalement dehors. On va perdre banalement 10 jours avant de mobiliser. Mais lorsque vous amenez l'enfant, vous voyez que cet enfant, ce petit enfant de 4 ans a un œil dehors et l'œil doit être totalement enlevé. C'est tout de suite que les gens réagissent. Donc ce n'est que pour des besoins de résultats que nous faisons cela. Et moi je la suis très bien parce que nous faisons beaucoup de choses, nous nous relayons beaucoup. Et là sincèrement j'apprécie ça. À propos de solidarité, je sais qu'on peut même animer un autre débat, un autre suivant, mais on ne va pas finir d'en parler. Bon, mais Amadou Maïga, on sait qu'au Mali, il y a eu l'instauration quand même d'un mois de la solidarité. C'est le mois d'octobre de chaque année. Alors, est-ce que l'instauration de ce mois de solidarité a un mérite dans cette nouvelle forme qui est en train de monter? Oui, évidemment. Ça montre la solidarité, alors donc un engagement des autorités maliennes envers sa propre population, comme je le disais depuis le départ, comme quoi c'est un lien social, un lien moral, un lien psychologique et un engagement vis-à-vis de l'État aussi envers, comment on appelle sa population. Donc, mais ça ne suffit pas, ce n'est qu'un seul mois.
J'espère bien qu'avec le temps, ils réfléchiront à d'autres formes de solidarité, comment appelle-t-on, plus vaste, plus étendue que cela, car nous avons une population qui le mérite. Vous constatez que vraiment, il y a une grande partie de cette population qui s'appauvrit tous les jours, qui est dans les difficultés tous les jours. Donc il y a lieu que l'État soit plus engagé encore. C'est quelque chose que je félicite quand je vois nos autorités se déplacer dans les familles, des personnes très âgées, en donnant, des moyens de déplacement aux handicapés physiques et moteur, en donnant alors donc le matériel, alors donc aux personnes nécessiteuses. Je crois que cela va droit au cœur. Voyez-vous, ça va droit au cœur. Ça démontre une fois de plus un engagement de l'État. Mais ça doit aller plus. Ça doit aller au-delà de ça. Parce que l'État doit être un exemple. Est-ce que vous comprenez? L'État doit être un exemple. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cela, quand même, je les félicite et je les exhorte à travailler davantage sur ce point. Voilà. Ok, d'accord. La solidarité, quand même, une activité quotidienne. Et le gouvernement a instauré un mois de la solidarité avec les réseaux sociaux. La solidarité est en train de monter et d'être vraiment une réalité quotidienne. Alors, Amadou, je dirais plutôt Cheikh Amadou Daniogo, vous êtes bénéficiaire. Quel est votre espoir quand même en cette nouvelle forme de solidarité? On est coincé un peu par le temps. Ce que je peux dire, c'est pour les encourager. Ce qu'ils font pour les plus démunis, c'est inestimable. C'est très très inestimable. Parce que le fait de voir des problèmes d'argent que tu n'arrives pas à gérer, s'ils viennent à te secouer pour t'aider, pour faire face à ton problème, on leur dit tout simplement nos remerciements. On leur dit de continuer sur cette voie au profit de la population malienne. Je vais réagir rapidement en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. C'est-à-dire, je vais dire que ce n'est pas seulement de l'argent, la solidarité. Nous organisons beaucoup d'activités. Nous arrivons à réconcilier, par exemple, des couples. Nous organisons également des activités qu'on appelle opérations Frou, qui permettent vraiment de donner à des personnes qui n'ont pas de femmes. Si tu veux, par exemple, une deuxième, on peut t'en trouver facilement. Et vraiment, on prend tout. Justement, et également, et aussi amener des vêtements, amener les gens à donner les vieux vêtements, les vieilles chaussures que nous amenons souvent dans des villages. Également inciter les gens à aller par exemple donner leur sang. Donc vous voyez, c'est vraiment que les gens comprennent qu'ils ont toujours quelque chose à apporter à l'autre. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes en bonne santé, vous avez du sang et du sang qui peut sauver une vie. C'est important. Très bien. Alors nous disons que c'est tout pour ce thème sur la solidarité et la lutte contre l'exclusion au Mali. Comment expliquer cette nouvelle forme qui monte en flèche? Avec nous, il y avait Jimé Kanté de l'AGSS Mali, Cheikh Amadou Daniogo, bénéficiaire d'aide sociale, Amadou Maïga, psychologue, et Fatmata Arber, cyberactiviste. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Moumine Sendebou et la mise en onde par Seydou Mbo. La régie vidéo était assurée par Peting Diara et je suis Aliou Sidibé. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.